La Bourbonnaise. Oyez, oyez, bonnes gens! Qu'il soit dit et soit fait que la dame de Margon, appelée la Bourbonnaise, sera brûlée ce samedi en place publique. Dames et damoiseaux, damoiselles et enfants-sons, sachez que l'on accuse la recluse de crimes odieux qui méritent vos huées et votre indignation. Alors, ne vous privez point. Oui, bonnes gens, on accuse la dame de Margon de rien de moins que de félonie, usage de faux, imposture, crime de lèse Cupidon. Alors venez, venez avec vos pommes pourries et le brouet de la veille. Et surtout, visez juste. Oh, ces braves gens n'y manqueront pas. Pauvre dame de Margon, pauvre Bourbonnaise. Mais comment en était-elle arrivée là, livrée à la fureur du bon peuple? De son vrai nom, Marguerite de Radré, la noble dame de Margon aurait pu couler des jours heureux dans son logis douillet. Hélas, l'ennui était son pire ennemi. Ni jeune ni vieille, ni beauté, ni laideron, Marguerite se morfondait ferme depuis que son mari était parti guerroyer aux croisades. Les jours s'écoulaient longs et froids, et les nuits, eh bien les nuits pire encore. La seule chose qui la consolait un tantinet, c'était de faire fouetter ses gens quand elle trouvait à redire. Et sinon, eh bien sinon elle inventait. Elle trouvait bien la vilaine. « Madame, madame, lui disait souvent sa servante, ne soyez donc pas si morose. Les croisades, c'est une noble cause, et votre mari, il a bien raison d'être parti. Allons, allons, comptez les jours avec bonheur jusqu'à ce que ce saint homme nous revienne. » La Bourbonnaise commença à compter. 55 jours, 94 jours, 122 jours. Ouh, elle se lassa vite et trouva bientôt beaucoup plus rigolo de compter ses amants. Et cela tombait bien. Qu'est-ce qu'il pouvait y avoir comme joli garçon quand on y regardait de plus près? Pour jouer les doublures de Marie, Marguerite n'avait que l'embarras du choix. Enfin, les jolis garçons, c'est un peu comme une belle cerise rouge au sommet de l'arbre. On a beau avoir mangé toutes les autres, c'est celle que l'on ne peut pas avoir que l'on attraperait bien. Et justement, un beau jour de printemps, alors que les cerises s'amoncelaient dans les paniers, la Bourbonnaise fut invitée au château de Courcelles pour une partie de campagne. Ah, le château de Courcelles! Un bien bel endroit lové au cœur des collines verdoyantes du Perche. Madame de Courcelles et sa fille unique, la belle Sophie, partageaient en plus sa misère, puisque le sire de Courcelles lui-même était parti depuis de longs mois guerroyer aux croisades. Ces dames étaient seules et abandonnées. Leur désarroi ferait sûrement plaisir à voir. « Oh, j'irai, se décida donc Marguerite. Après tout, je puis m'ennuyer aussi bien là-bas qu'ici. » Le jour dit, elle met donc ses plus beaux habits et la voilà partie. Mais à peine arrivée au château de Courcelles, à peine installée au milieu du verger et du pique-nique que... Ciel, quelle belle cerise sur le gâteau! Une fraîcheur à vous couper le souffle. Un bel habit de velours rouge, des joues douces et rebondies, un parfum enivrant. Ah ça, le baron de la Manordière était des plus appétissants. La pauvre Bourbonnaise en avait l'estomac noué,
bien qu'en même temps, il lui en montait des bouffées de gourmandise. « Oh, vous connaissez Monsieur le Baron ?» lui chuchota doucement à l'oreille la châtelaine de Courcelles, amusée devant tant d'émoi. La Bourbonnaise devint rouge comme une pivoine. « Que nenni !» s'exclama-t-elle. « Mais il a l'air délicieux. Je veux dire, charmant, vraiment charmant. » À partir de ce moment-là, elle ne put s'empêcher de le dévorer des yeux tout l'après-midi, même si, plus les heures passaient, plus elle devait se rendre à l'évidence. Le beau baron était totalement aveugle à ses avances. Et pour cause, lui, c'est dans les yeux de la belle Sophie de Courcelles qu'il s'était noyé. Ah, comment lutter contre cette charmante enfant au teint frais comme la rosée du matin ? Pour la Bourbonnaise, Sophie était dans le cœur du baron comme le ver était dans le fruit. De retour chez elle, rongée par la jalousie, Marguerite chercha une stratégie, un plan, n'importe quoi. Comment attirer le beau baron dans ses filets et séparer les jeunes amoureux ? Rien ne lui venait. Elle, d'habitude si prompte à toutes sortes de manigances, se trouvait dépassée par son cœur troublé. Dans le Perche, l'été passa donc tranquillement, tandis que l'amour du doux baron et de la belle Sophie grandissait chaque jour davantage. Oh Sophie, tu es tellement jolie, mon cœur ébloui est séduit pour la vie. Oh Sophie, surtout ne m'éconduis, si tu me dis oui, je serai ton mari. Tu ne peux m'épouser si mon père l'a décidé. Hélas, aux croisades, il s'en fut guerroyé. Il te faut le trouver au mont des Oliviers. Amène-moi la preuve de ma main accordée. Une lettre, le sceau, l'anneau du cire Courcelles, il faut tout cela pour marier la demoiselle. Une lettre, le sceau, l'anneau du cire Courcelles, à Jérusalem va-t'en gagner ta mère. Évidemment, le sire de Courcelles avait tout prévu avant de partir aux croisades. Sa fille Sophie était jeune et belle, l'un des partis les plus enviés de la région. Il ne doutait pas que pendant son absence, les prétendants feraient légion. Alors, il avait laissé des ordres stricts. Que l'on ne marie en aucun cas sa fille, à moins que le futur promis ne soit porteur d'une lettre écrite de sa main, avec le sceau des Courcelles et de l'anneau qu'il portait à son doigt et qu'il emmenait avec lui en Palestine. Le beau baron se mit donc en route pour Jérusalem, en promettant à sa belle d'y rencontrer son père et d'implorer sa main. Cette nouvelle fit bien vite le tour du Perche, et quand Marguerite de Radré eut vent de ce beau projet, ses yeux brillèrent de la flamme de la vengeance. « Enfin, il n'est guère prudent, mon petit baron mignon, de laisser ton oie blanche derrière toi. Sache que les loups rôdent, que dis-je, la louve rôde. » Marguerite de Radré avait du talent pour les coups fourrés. Pourquoi ne pas profiter de l'absence du beau baron de la Manordière pour faire épouser sa Dulcinée par un autre ? Le comte de Nogent, par exemple. Le brave homme soupirait vainement depuis des mois pour mademoiselle de Courcelles. Elle ferait au moins un heureux, et au retour de son baron mignon, elle n'aurait plus qu'à ramasser avec délice les morceaux de son cœur. Aussitôt dit, aussitôt fait. La perfidie lui donne des ailes. Marguerite paye grassement quelques espions et se fait amener tous les documents nécessaires à la fabrication de faux. Au forgeron,
Marguerite commande un anneau semblable à celui du sire de Courcelles et une parfaite imitation de son sceau. Quant à la lettre, elle s'en charge elle-même. Elle s'entraîne pendant des heures à reproduire à la perfection l'écriture du sire de Courcelles, expliquant, en son nom, combien il lui tient à cœur que sa fille, la belle Sophie, épouse sans tarder le comte de Nogent. Et tandis qu'un sourire mauvais lui monte aux lèvres, elle souligne et insiste. « Je dis bien sans tarder, voire séance tenante !» Reste à trouver qui portera la missive et les pièces à conviction. Un valet est costumé en faux pèlerin de retour de Jérusalem. Et voilà, les pièces du machiavélique puzzle achèvent de s'emboîter. Dès le lendemain, le valet se présente au château de Courcelles et il annonce sa nouvelle. Pour Madame de Courcelles et Sophie, le monde s'effondre. La foudre tombant à leurs pieds ne les eût pas pétrifiés davantage. Cette nouvelle ne se peut. Sophie est toute pâle, Sophie en perd le souffle. Mais qu'est-il arrivé à mon bien-aimé baron ? Sur le front de Jérusalem, justement, le baron de la Manordière n'a pas perdu son temps. Le sire de Courcelles a été fait prisonnier, et pour obtenir ce qu'il est venu chercher, il se bat comme un lion pour le libérer. Il pourfend chaque homme, chaque muraille, chaque obstacle qui se tiendrait entre lui et son amour. Rien ne lui résiste. Il œuvre tant et si bien qu'un beau soir, il tient enfin sa victoire. Et, au creux de ses bras endoloris, le pauvre sire de Courcelles. Sans attendre, il lui fait ses confidences. Monseigneur, je sais que vous voilà bien affaibli par des mois de captivité, mais ce que j'ai à vous demander ne peut attendre davantage. Monseigneur de Courcelles, j'ai l'immense honneur de vous demander la main de mademoiselle, votre fille, mademoiselle Sophie de Courcelles. Bien sûr, le sire de Courcelles ne peut rien refuser au gentilhomme à qui il doit la vie. Alors... Va, mon garçon, c'est avec joie que je t'accorde la main de ma fille. Diantre, portez-moi du parchemin, une plume et mon sceau. Oui, monsieur. Quant à toi, baron de la Manordière, emporte aussi mon anneau, qui gage du serment que je te fais. C'est donc victorieux et heureux que le beau galant rentre chez lui, galopant à bride abattue à travers les terres en guerre jusqu'au comté du Perche. Au même moment, Sophie a su gagner du temps. Le comte de Nogent a accepté d'attendre 1 mois avant de célébrer les noces. Mais ce mois est presque écoulé et le baron de la Manordière n'est toujours point rentré. Le comte de Nogent s'impatiente. Mademoiselle de Courcelles, le délai est écoulé. Je vous somme d'honorer la volonté de votre père. Ah ça, jamais ! Hurle la jeune fille, et de désespoir, elle se sauve au couvent d'Éclairé pour demander asile. Dans d'autres circonstances, le comte de Nogent eût sans doute abandonné. Ça alors. Mais il était fort épris, et trop heureux de sa chance. Quel enfant que cette Sophie! Ne savait-elle donc pas que le couvent d'Éclairé lui appartenait? Le lendemain, il fait ouvrir ses portes, et il épouse Sophie, malgré ses larmes et ses supplications. Voilà à peu près 15 jours que la belle Sophie est comtesse de Nogent quand le baron de la Manordière arrive au château de Courcelles. Il brandit avec bonheur les preuves de sa victoire. Sophie est mienne! Sophie est mienne! Le sire de Courcelles me l'a accordée. Ciel! Devant l'immense étonnement et la désolation de Madame de Courcelles, le pauvre jeune homme se fige. Il comprend qu'il s'est fait berner et que l'on a signé son malheur. Beau baron, à qui la passion avait fait braver l'impossible, le voilà anéanti. Il tombe à genoux, plus faible qu'un enfant. 2 anneaux, 2 lettres, 2 sceaux du sire de Courcelles. Voilà qui est louche. Le pot aux roses est vite découvert, car le faux pèlerin est facilement reconnu comme un valet de Marguerite de Radré. Aurait-il pu mentir et protéger sa maîtresse? Quoi? Cette bougresse? J'aurais même un certain plaisir à en rajouter. Ceci étant dit, la dame de Margon est arrêtée et emprisonnée. Traîtresse! Langue de vipère! Faussaire! Les raisons ne manquèrent guère pour la mener au bûcher. Mais dans le fond, ce que l'on ne pouvait guère lui pardonner, c'était d'avoir empêché un bel amour de vivre pour toujours au grand jour.
oh Sophie, tu étais si jolie, mon cœur ébloui le sera pour la vie. Oh Sophie, tu ne seras jamais mienne, j'emporte avec moi et mes rêves et ma peine. Mon baron, mon aimé, jamais je ne t'oublierai, même si dans cette vie tu dois m'abandonner. Mon baron, mon aimé, je serai avec toi, tu emmènes au loin mon amour et ma joie. Cette légende de la Bourbonnaise est encore commémorée aujourd'hui dans la ville de Margon. La tradition veut que le jour de Notre-Dame du Mont-Carmel, on fabrique un beau mannequin de paille, à l'image de la Bourbonnaise. On le coiffe, on l'habille somptueusement, puis on le promène à travers la ville. Chacun peut alors se joindre au cortège. On chante, on danse, on lève les chopines. Et le soir venu, pour le plus grand plaisir des bonnes gens, on brûle la Bourbonnaise. La fête reprend alors de plus belle à la lueur des flammes et elle se prolonge jusqu'à tard dans la nuit. Tout cela afin que l'on n'oublie jamais dans le bourg de Margon le sort que l'on réserve aux mauvaises gens. La dame de Margon était bougon, à son âne son point de baron. La dame de Margon était ronchon et la justice de Cupidon. Marguerite de Radrès s'était juré qu'un jour venu elle se vengerait. Elle a accompli tant de méfaits que la voilà bien attrapée. Tourne, tourne, guéluron, la dame n'a pas volé son lot. Chante, chante, compagnon, elle finira sur l'échafaud. La Bourbonnaise est mal à l'aise, elle est jugée sous les huées. La Bourbonnaise n'aime pas les braises, elle en aura pour le dîner. 3 noms, une femme font cette histoire qui est restée dans les mémoires. La procession de la Bourbonnaise anime Margon par une fournaise. Tourne, tourne, guéluron, la dame va avoir un peu chaud. Chante, chante, compagnon, elle n'avait qu'à pas faire défaut. Tourne, tourne, guéluron, la dame n'a pas volé son lot. Chante, chante, compagnon, elle a fini sur l'échafaud. Les podcasts du Perche.